Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Merci d'être avec nous parce que vous commencez très très tôt ici. Certes, mais avec vous c'est toujours un plaisir. Merci. Beaucoup de questions à vous poser. Vous publiez ce livre très intéressant qui est une nouvelle leçon d'histoire économique. Alors, c'est chez Odile Jacob. C'est une espèce de voyage en fait dans l'histoire économique, mais en fait vous raisonnez non pas chronologiquement, mais par des thématiques. Et on se rend compte, on parlait de dépenses publiques il y a un instant, on se rend compte que finalement c'est un peu toujours les mêmes thématiques qui reviennent. Ça veut dire que les économistes, ils ne servent à rien. Écoutez, les économistes, effectivement, donnent beaucoup de conseils, font des études et essaient d'orienter l'action des gouvernements. Mais cette question, je le rappelle dans le livre, la reine d'Angleterre, au moment de la récession, de la crise financière de 2008-2009, se rendant à la London School of Economics, s'est tournée vers les économistes qui étaient là, qui étaient un peu le gratin de la profession, et leur a dit, mais comment se fait-il que vous n'ayez rien vu venir ? Et surtout, comment se fait-il que vous n'ayez pas manifestement des remèdes immédiatement applicables. Et donc il y a eu tout un exercice qui a consisté à répondre à la reine d'Angleterre, et ça a été plutôt une autocritique, un mea culpa, en disant effectivement on s'est trompé, on s'est laissé aller une forme de paresse intellectuelle. Simplement, ce que disaient les économistes de l'époque, c'est qu'il y a un véritable problème dans l'économie mondiale qui sont les déficits de balance des paiements courants, le fait que les États-Unis, parce qu'ils bénéficient du dollar, se permettent de vivre au-dessus de leurs moyens. Et ils disent, ça c'est un grave problème, et on a beau le dire, les Américains n'en tiennent pas vraiment compte. Oui, mais alors, vous écrivez, la science économique a acquis des assurances, voire des certitudes sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. J'ai envie de dire, je ne sais pas où est-ce que vous avez trouvé ça, ou puisé ça, parce que nous, on n'est pas tellement d'accord avec vous, hein. Alors, la science économique a acquis un certain nombre, oui, de certitudes qu'essaie de résumer un des économistes les plus influents du moment, qui est Nicolas Grégory Mankiw, qui a fait le manuel qui sert de référence à la plupart des enseignants. Et dans ce manuel, il dit qu'il y a 10 éléments clés sur lesquels, normalement, tous les économistes sont d'accord et dont les décideurs devraient tenir compte. Alors, dans ces éléments, il y a des choses qui sont des choses un peu compliquées, pas forcément très opérationnelles, comme le fait que les ménages raisonnent à la marge, c'est-à-dire qu'on réfléchit en fonction de la dernière unité de bien que l'on achète et pas en fonction du prix généralement pratiqué. Mais il y a aussi des choses assez simples qui consistent, par exemple, le principe 8, j'y tiens souvent, c'est on ne peut pas distribuer du revenu si on ne produit pas. Et donc, sans travail, il n'y a pas de capacité à générer du revenu. Alors, vous parlez, forcément ça fera le lien avec ce qui se passe, vous parlez des dépenses publiques. Est-ce que moins de dépenses, est-ce que ça fait vraiment moins de croissance? Vous qui êtes un économiste, un historien de l'économie. Alors c'est une question qui a été posée à plusieurs reprises, puisque dans les années 50, on disait la dépense publique génère de la croissance économique, et donc ça interdisait systématiquement l'idée de pouvoir faire des politiques dites d'austérité ou de rigueur, suivant le point de vue qu'on adoptait. Or, à partir des années 80, vu la situation à la fois de la dette publique dans un certain nombre de pays, et le fait que l'inflation ayant disparu, ces pays voyaient bien que cette dette ne pouvait pas disparaître aussi rapidement qu'elle l'avait fait dans les années 50-60, parce qu'il y avait beaucoup d'inflation. Et donc, on a mené des politiques d'austérité à l'époque, dans les années 90. Il y a un exemple célèbre qui est celui de la Suède, qui en 1992 a complètement disparu, par exemple, du paysage économique, qui a fait une politique d'austérité assez violente et qui a retrouvé après le chemin de la croissance. Vous avez l'exemple du Canada, vous avez plusieurs exemples. Alors, il faut bien voir qu'il faut raisonner à moyen terme. À court terme, vous avez une contraction de l'activité économique. Ah bah donc, on l'a. Donc là, si on revient au cas de la France, si on fait des économies de dépenses, il y aura une contraction, comme le dit l'OFCE. Il y aura forcément une contraction, et alors ça dépend de la violence. Là, je reconnais par exemple que si vous prenez le cas de la Grèce, elle a retrouvé son PIB qui était de 240 milliards d'euros en 2007. Elle l'a retrouvé en 2019, juste avant la crise du Covid. Oui, même un peu plus tard, non? Oui, même un peu plus tard, suivant comment on comptabilise notamment le poids. Et alors la France ? Alors je pense... C'est quoi vos conseils à Michel Barnier? Vous lui dites alors, surtout ne coupez pas dans les dépenses, parce que sinon, la croissance qui est déjà un peu tremblotante de 1% à 1,1%, qu'est-ce que vous lui dites? Non, je lui dis que effectivement, il ne faut pas être violent dans l'évolution des dépenses, et
pour reprendre un peu ce que disait l'intervenant précédent, il y a une idée dans Renaud Dutreil, il y a une idée dans le rapport Pebro qui avait été rédigé en 2005 justement pour essayer là aussi de contenir les dépenses publiques et d'éviter une évolution, un embrasement de la dette, une explosion de la dette. Il disait il faut geler pendant un certain temps les dépenses publiques en euros courants. Donc ce qu'il a préconisé l'ancien ministre de la fonction publique, c'est ce qu'il préconisait. Voilà, il disait à la limite il faut geler l'indice GVT, l'indice voilà, il faut geler le salaire des fonctionnaires et geler les retraites, geler les allocations familiales. Et puis la deuxième mesure que proposait le rapport Pebro, c'est de maintenir. Oui, mais moi je suis d'accord avec ça. Et la deuxième mesure qu'il proposait, je suis d'accord avec cette mesure, l'année blanche sur les dépenses publiques. Et la deuxième mesure, c'est des réformes fiscales qui consistent à modifier l'assiette fiscale, avoir un taux de prélèvement qui soit globalement le même, mais baisser les impôts des entreprises et accepter l'idée de monter les impôts des ménages. Mais sur les impôts des ménages, je pense qu'il faut incorporer le fait, et c'est sur quoi j'insiste, c'est que désormais il y a quand même une préoccupation écologique et donc il faut faire monter en puissance une taxe carbone. Donc, en résumé, par rapport à ce que vous avez entendu, discours de politique générale, la préparation du budget, ça y est, depuis aujourd'hui, on connaît un peu tous les grands équilibres. Vous dites, si vous distribuez des bons points, c'est quoi en termes de fiscalité, vous trouvez que... Il n'a pas dit grand-chose, donc je pense qu'il aurait dit, il aurait assumé, il a été quand même ministre de l'Environnement, notre Premier ministre, il aurait assumé l'idée qu'il y avait eu plus que des maladresses, c'est le moins qu'on puisse dire, en 2018, lorsqu'on a voulu faire émerger la taxe carbone. Ça ne veut pas dire qu'ad vitam aeternam, on s'interdit d'utiliser cet outil pour réduire l'empreinte carbone sur l'économie. Oui, mais là, ça ne réduit pas le déficit, ça. Ah ben, si vous augmentez la taxe carbone, ça vous apporte des ressources. Et l'idée, c'est quand même de réduire le déficit plutôt par la dépense. Et donc, l'idée, au travers de la taxe carbone, c'est de modifier la fiscalité de façon à pouvoir baisser la fiscalité des entreprises qui, elles, sont à l'origine de la création de richesses. Donc vous dites qu'il faut mieux, à la limite, alors que là, il est parti plutôt sur les entreprises, les grandes entreprises, les super riches, vous dites non, il faut mieux le faire sur l'impôt sur le revenu ? Sur la taxe carbone, pas forcément sur l'impôt sur le revenu, mais sur les impôts indirects. Vous savez, le président Mitterrand, je dis ça dans le livre, à la fin des fins, au moment de la rigueur, il consulte tout un tas d'économistes, et puis il dit, d'après verbatim de Jacques Attali, il dit, bon, finalement, le plus simple, c'est essence, tabac, alcool. On augmente le prix de l'essence, on augmente le prix du tabac, on augmente le prix de l'alcool, et donc comme ça, on a des petites recettes de poche. C'est pas considérable, mais ça permet quand même de souffler un certain temps. Et donc je crois que il y a un problème essence, il y a un problème carbone d'une façon générale. Je pense qu'il y a aussi un problème qui est un problème de ces impôts de production qu'il faudrait baisser, c'est-à-dire d'un problème de croissance économique. En conclusion, est-ce qu'il y a un vrai problème de dépenses publiques? Parce que là, évidemment, ici, on dit tout ce qu'il faut raboter, que le déficit est abyssal, etc., etc. Mais d'autres disent, oui, mais enfin bon, c'est pas forcément un problème. Oui. Et quand on va voir les administrations, on leur dit, est-ce que vous pouvez faire des efforts? La réponse naturelle est, on est à l'os, on peut plus faire d'efforts. C'est vrai parfois. C'est vrai parfois, mais la Cour des comptes vient de sortir un rapport sur la gestion des collectivités territoriales, disant que on pourrait supprimer très rapidement 100 000 emplois dans les collectivités territoriales avec une économie à la clé d'un peu plus de 4 milliards, ce qui ramènerait les effectifs des collectivités territoriales à la situation de 2010. Et donc, dit la Cour des comptes, est-ce qu'en 2010, les Français avaient l'impression d'être moins bien servis par leur politique? Mais ça augmenterait le taux de chômage? Donc ça coûterait cher. Ah mais ça augmenterait le taux de chômage si les gens dont on supprime l'emploi ne se retournent pas vers d'autres types d'activités. Je pense que des problèmes, c'est cette idée que augmenter les emplois publics, c'est diminuer le chômage. C'était une idée de 81. Vous savez, il y avait 200 000 emplois dans le programme de Mitterrand en 81 et ça n'a pas marché. Tout revient, c'est des cycles. Tout revient, ça part dans un sens, ça repart dans l'autre. C'est un mouvement de balancier presque de cycles. Il y a des cycles économiques et il y a des cycles d'idées aussi, mais il reste une chose qui est permanente indépendamment du cycle, c'est que c'est par le travail qu'on crée de la production et par la production qu'on crée du revenu. Travailler, vous avez compris le message de Jean-Marc Daniel. Nouvelle leçon d'histoire économique, dette, inflation, transition énergétique et travail. C'est publié chez Odile Jacob. Merci beaucoup Jean-Marc Merci de m'avoir accueilli. Daniel.